Il y a des coïncidences si cruelles qu'elles ressemblent à une signature du destin. La mienne se trouvait au 45e étage d'une tour de verre, derrière un bureau en acajou qui valait plus que ma vie entière. Je me souviens encore de l'odeur de ce bureau la première fois que j'y suis entrée. Cuir, bois ciré et une légère trace d'eau de Cologne onctueuse flottaient dans l'air comme si les lieux étaient devenus les siens. C'était ma première semaine dans l'entreprise de nettoyage, un nouveau départ dont j'avais désespérément besoin. La responsable m'avait convoqué dans son petit bureau exigu et m'avait confié une nouvelle mission. Anna, nous avons un client prestigieux en centre-ville, le cabinet d'avocats Montgomery and Partners. Il recherche quelqu'un de fiable pour le dernier étage. Tu seras responsable de la suite exécutive. J'ai hoché la tête, feignant d'être reconnaissant de cette opportunité. En réalité, mon estomac se serrait. Un client prestigieux dans un gratte-ciel du centre-ville de Seattle signifiait plus d'argent. Certes, mais aussi plus de pression. Mais l'argent, c'était de l'argent, et j'avais 3 petites bouches qui m'attendaient à la maison. Je ne pouvais pas me permettre d'être difficile. Ce soir-là, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 45e étage d'une tour de verre qui semblait effleurer le ciel gris de Seattle. La moquette était épaisse sous mes chaussures, étouffant mes pas comme pour me rappeler que je n'étais pas à ma place ici. La réceptionniste était déjà rentrée chez elle et le couloir était silencieux. Je trouvai la plaque en laiton sur laquelle était écrit « David Montgomery, associé gérant ». Ce nom me transperça comme un couteau de glace. L'espace d'un instant, je me figeai, la main posée sur la poignée de la porte. Mon pouls s'accéléra, ma vision se brouilla. Montgomery, était-ce le même? Non. Seattle était une ville immense, bondée. C'était sûrement une simple coïncidence. Je me suis forcée à respirer et j'ai poussé la porte. Le bureau était sombre, les lumières de la ville se déversaient à travers les fenêtres panoramiques. Derrière un immense bureau en acajou était assis un homme en costume bleu marine sur mesure. Il feuilletait une pile de papier. Il a levé les yeux, et à cet instant, mes genoux ont failli céder. C'était lui, David Montgomery, l'homme qui avait détruit ma vie 5 ans plus tôt. Il ne broncha pas. Son regard se posa sur moi, froid et distant, avant de se transformer en un masque neutre. « Vous devez être la nouvelle équipe de nettoyage », dit-il d'une voix ferme. Pas une once de reconnaissance, pas une once de culpabilité. Pour lui, je n'étais personne. Oui, murmurai-je en serrant si fort le manche de ma serpillière que mes jointures en devinrent blanches. Ma gorge brûlait, mais je forçai le mot à sortir. Bien, dit-il en se retournant déjà vers ses documents. Mon bureau est nettoyé tous les jours après 19 heures. Vous pouvez récupérer les clés auprès de l'administrateur. Ne soyez pas en retard. C'était fini. Aucun signe qu'il me reconnaissait. Aucun signe de la nuit qui avait tout changé. Je m'éclipsai précipitamment, le dos appuyé contre le mur froid du couloir, la poitrine haletante. Le monde tournait autour de moi. Comment le destin pouvait-il être aussi cruel de me placer ici, dans son bureau, dans son orbite, alors que j'avais tant travaillé pour simplement continuer à respirer? Mes mains tremblaient tandis que les souvenirs que j'avais enfouis remontaient à la surface avec une violence inouïe. J'avais alors 22 ans et je rentrais chez moi après les cours du soir à l'université. Je voulais devenir enseignante pour aider les enfants à apprendre, comme mes propres professeurs m'avaient autrefois inspirée. Ce soir-là, j'ai traversé Volunteer Park, une erreur que je regretterai toute ma vie. Il est apparu de nulle part, grand, large d'épaules, une odeur de whisky et de cigares émanant de lui. J'ai essayé de m'écarter, mais il m'a bloqué le passage. Sa voix était pâteuse mais sèche. « Où te précipites-tu, mon cœur ?» Je l'ai supplié de me laisser passer. Il ne l'a pas fait. Il m'a attrapé le bras. Sa poigne était de fer. Mes cris à l'aide ont résonné dans le parc désert, englouti par les arbres. Personne n'est venu. Le reste n'était qu'un flou de douleur, de peur et du poids étouffant de son corps. Une fois terminé, il a rajusté son costume, a lissé sa cravate et a parti comme si de rien n'était, comme si je n'étais rien. J'étais allongée sur le sol humide, brisé et sans nom. Et maintenant, 5 ans plus tard, il était assis devant moi.
Mon employeur, un homme de pouvoir en ville, avec sa vie parfaite et sa réputation impeccable intacte. Je ne pouvais plus fuir, je ne pouvais plus crier. Plus maintenant. J'avais 3 enfants à la maison qui dépendaient de moi. Je n'avais d'autre choix que de ravaler la rage qui me tenaillait, de prendre ma serpillière et de devenir invisible. Pour lui, je n'étais que la femme de ménage. Pour moi, il était le fantôme auquel je ne pouvais échapper. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, le monde s'est effondré sous mes pieds. J'étais assise dans une clinique exiguë du nord de Seattle, les yeux rivés sur une fine feuille de papier sur laquelle était écrit positif. Ma main tremblait tellement que j'ai cru la déchirer en deux. Enceinte, le mot n'avait aucun sens. Je n'avais que 22 ans, je commençais à peine ma vie, rêvant encore d'enseigner un jour. Mais la voix calme du médecin a dissipé mon incrédulité. Vous n'êtes pas seulement enceinte, vous portez des triplés. Mon esprit n'arrivait pas à le saisir. Je suis rentrée chez moi en silence, les lumières de la ville se brouillant tandis que le bus passait bruyamment devant Capitol Hill. Je me suis dit qu'une fois que j'en aurais parlé à mon fiancé, tout irait bien. Après tout, nous avions des projets. Il m'avait promis que nous construirions une vie ensemble, simple mais stable. Quand je lui ai montré le test, son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a balbutié des excuses. Argent, emploi du temps scolaire. Puis, sans même un regard en arrière, il est parti. Ce soir-là, je suis restée à la fenêtre de notre minuscule appartement, me tenant le ventre, me sentant plus seule que je ne l'aurais cru. Mes parents, qui vivaient dans l'Oregon, ont été horrifiés en l'apprenant. 3 enfants illégitimes. Hannah, qu'as-tu fait? Mon père ne pouvait pas me regarder. Ma mère pleurait. Finalement, ils m'ont proposé un petit chèque mensuel, mais leur déception était plus douloureuse que leur absence. 9 mois se sont transformés en une éternité. Mon corps s'est gonflé sous le poids de 3 vies qui me serraient par les côtes. Le sommeil est devenu un luxe que je ne connaissais plus. La nuit de l'accouchement, une tempête de février faisait rage à l'hôpital général de Seattle. Je m'agrippais au barreau du lit jusqu'à ce que mes jointures d'acque blanchissent. Des heures de contraction se transformaient en cris. Les voix du médecin étaient un peu pressantes, la salle bondée d'infirmières. Et puis Michael, l'aîné, criant fort et exigeant. Méline, quelques secondes plus tard, toute petite mais féroce. Daisy, la dernière, aussi fragile qu'un murmure. 3 petits visages ridés et rouges, les poings serrés contre l'air froid du monde. Je pleurais non pas de joie, ni de peur, mais sous le poids de tout cela. 3 enfants, pas de père, pas de revenus stables, pas de projet, juste moi. Les années qui suivirent furent un véritable champ de bataille. J'ai emménagé dans un sous-sol à Renner Valley. Les murs étaient fissurés, le chauffage fonctionnait à peine. La nuit, j'alignais les berceaux côte à côte, priant pour qu'aucun ne se réveille, même si c'était toujours le cas. Les tétés, les changements de couches, les fièvres nocturnes, chaque heure se succédait, mon corps souffrait d'épuisement. Je vivais dans un brouillard de taches de lait, maternisées, de piles de linge et du bourdonnement constant de la survie. Il y avait des nuits où je restais dans la cuisine, les yeux rivés sur un réfrigérateur vide, me demandant si je devais payer mon loyer, en retard, ou sauter des repas. Mes mains tremblaient quand j'utilisais des coupons alimentaires à l'épicerie. Les regards compatissants des inconnus me brûlaient le dos. Et puis, de toute la froideur du monde, il y avait Madame Thompson. C'était une veuve âgée qui habitait au bout du couloir, ses cheveux gris toujours attachés en chignon, sa voix rauque mais douce. Elle n'avait pas d'enfants à proximité, pas de petits-enfants en visite le week-end. Un après-midi, après avoir entendu les bébés pleurer pendant des heures, elle a frappé doucement à ma porte. « Chérie, tu as besoin de repos, laisse-moi t'aider. » À partir de ce jour, elle est devenue ma bouée de sauvetage. Elle berçait Michael pour l'endormir quand je n'y arrivais pas. Elle a appris à Méline ses premières berceuses. Elle murmurait des prières sur la poitrine fragile de Daisy lorsqu'elle sifflait la nuit. Et quand je prenais des quarts de nuit, remplissant les étagères, essuyant les tables, nettoyant les bureaux, Madame Thompson restait assise tranquillement dans mon salon, tricotant pendant que les enfants dormaient. Pourtant, malgré sa gentillesse, le poids ne s'est jamais allégé.
Le cycle de la pauvreté m'encerclait comme un nœud coulant. Les factures s'accumulaient plus vite que les salaires. Mes rêves d'enseignement s'évanouissaient. Pourtant, chaque matin, lorsque je voyais 3 paires d'yeux brillants me fixer, je me disais de persévérer. Pour eux, j'endurerai tout. Après ma période d'essai dans l'entreprise de nettoyage, ils m'ont proposé un poste permanent. Montgomery and Partners, en centre-ville, m'a dit mon superviseur en faisant glisser le presse-papier sur le comptoir. Un grand cabinet. Ils paient bien, mais ils sont exigeants. Ne ratez pas une seule séance. Je fixai le nom de Montgomery. Ma gorge se serra. J'avais passé des semaines à me convaincre que cette nuit passée à son bureau était une cruelle coïncidence. Un coup du sort qui m'avait placé devant l'homme que je souhaitais ne jamais revoir. Mais maintenant, avec son nom clairement inscrit dans les registres de l'entreprise, impossible de le nier. David Montgomery n'était pas seulement un associé, il était le Montgomery. Le premier soir où je suis rentrée dans ce gratte-ciel, chacun de mes pas résonnait comme un verdict. Le sol en marbre poli, le hall feutré, les lettres dorées de l'annuaire de l'entreprise. Tout cela respirait le pouvoir. J'ai passé mon badge, pris l'ascenseur pour monter les 45 étages et me suis retrouvée devant la porte de son bureau. Mes paumes étaient moites. Mon corps se souvenait de lui avant que mon esprit ne laisse les souvenirs remonter à la surface. Quand je suis entrée, il a à peine levé les yeux de son bureau. « Vous êtes encore là ?» a-t-il dit d'un ton neutre. Son ton ne trahissait aucune reconnaissance, seulement de l'indifférence. Ça a failli me faire plus mal que tout le reste. J'avais envie de crier. « Tu ne te souviens vraiment pas ? Tu ne vois pas ce que tu m'as fait à chaque fois que tu me regardes ?» Mais je restais muette. Au lieu de cela, je me déplaçais dans le bureau comme une ombre, époussetant les étagères remplies de livres de droit et de trophées, passant l'aspirateur sur l'épaisse moquette qui étouffait mes pas, vidant la corbeille où ses notes jetées gisaient froissées, tandis qu'il était assis derrière son bureau, griffonnant à la plume des contrats, valant plus que ce que je gagnerais en une année. Chaque fois que j'apercevais son nom de famille gravé en lettres dorées sur le mur, Montgomery, ma poitrine brûlait. La rage se mêlait à la peur. Mais derrière tout cela se cachait quelque chose de pire. L'impuissance. Il détenait un pouvoir non seulement dans ce bureau, mais aussi sur un passé que je ne pourrais jamais effacer. J'avais besoin de ce travail. Mes enfants avaient besoin de nourriture. Mon loyer devait être payé. Cette réalité enchaînait ma colère au silence. Et puis, il y avait la photo. Elle trônait fièrement sur le coin de son bureau, dans un cadre argenté qui brillait sous la lumière de la lampe. Une femme aux cheveux blonds impeccables souriait sans effort, son collier de perles accrochant le soleil. À côté d'elle se tenait un garçon, peut-être de 10 ou 11 ans, vêtu d'un blazer d'école privée, le regard brillant et sûr de lui. Une famille parfaite, immortalisée dans un silence éclatant. Chaque soir, en essuyant son bureau, mes yeux se posèrent sur cette photo. Mon cœur se serrait. Comment pouvait-il rester assis là, entouré de richesses, de prestige et d'amour, pendant que je grattais quelques sous pour nourrir nos enfants? Des enfants dont il ignorait même l'existence. C'était comme vivre dans 2 mondes distincts qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient heurtés. Le mien était plein d'épuisement et d'inquiétude, le sien de contrôle et de confort. Par moments, je sentais son regard s'attarder sur moi, curieux, calculateur, mais jamais assez pour briser le mur du professionnalisme. Il parlait peu, se contentant de me rappeler des horaires ou des fournitures. Pour lui, je n'étais rien de plus que l'employé de ménage. Pour moi, c'était le fantôme qui hantait chaque recoin de ma vie. Quand je quittais le bureau à la fin de mon service, en prenant l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée, je serrais mon sac à main contre moi et me répétais sans cesse « Ne te retourne pas, qu'il ne te voie pas te briser. Tes enfants t'attendent, c'est tout ce qui compte. » Mais la vérité, c'est que, malgré tous mes efforts pour garder mon sang-froid, chaque nuit passée dans ce bureau me minait. Chaque surface polie que je frottais reflétait non seulement son visage, mais aussi mon propre passé brisé qui me fixait. Tout a commencé par une toux. Au début, j'ai cru que c'était juste un rhume d'hiver. L'air humide de Seattle semblait toujours s'accrocher aux poumons des enfants, et nous avions déjà eu notre lot de nez
qui coulent et de nuits agitées. Mais cette fois, c'était différent. La toux de Méline s'accentua, sa petite poitrine tremblant à chaque respiration. La troisième nuit, elle brûlait de fièvre, son petit corps tremblant tandis qu'elle s'accrochait à moi. Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital pour enfants de Seattle, le cœur battant la chamade tandis que je la portais dans les couloirs fluorescents. Les médecins se sont empressés d'intervenir, examinant, écoutant, prescrivant des examens. Pneumonie, a finalement dit l'un d'eux, d'une voix ferme mais bienveillante. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Le soulagement m'a envahi jusqu'à ce qu'il m'explique le coup. Les antibiotiques dont elle avait besoin n'étaient pas couverts par les maigres prestations Medicaid auxquelles j'avais réussi à prétendre. Même avec l'aide de quelqu'un, la facture dépassait mes revenus mensuels. Assise sur la chaise en plastique devant sa chambre, je fixais les chiffres du devis, la vue embrouillée par les larmes. J'essayais de réfléchir à d'autres options. Vendre la vieille poussette, mettre en gage mon alliance que je gardais dans un tiroir, sans raison apparente. Supplier mes parents de me donner plus d'argent. Mais rien ne correspondait à mes besoins. Chaque seconde perdue était une seconde de plus où les minuscules poumons de Méline luttaient pour respirer. Le lendemain soir, après mon service dans le bureau de David Montgomery, je me suis assise un instant, épuisée, et les papiers que je transportais ont glissé de mon sac fourre-tout et se sont éparpillés sur le sol. Parmi eux se trouvait la facture d'hôpital, dont les chiffres brillaient comme un projecteur. Je me suis empressée de les rassembler, mais pas avant qu'il ne lève les yeux. « Qu'est-ce que c'est » Sa voix était sèche mais curieuse. « Rien, murmurai-je en rangeant les papiers dans un dossier. Il se renversa dans son fauteuil et m'observa. Ça ne semblait pas être rien. Je secouai la tête en me mordant la lèvre, espérant que mes larmes resteraient cachées. Mais le poids de tout cela, la peur, les nuits blanches, l'impuissance me frappèrent. Ma voix s'est brisée lorsque j'ai murmuré « C'est ma fille, elle est malade, les médicaments coûtent plus cher que ce que je peux gagner en un mois, je ne sais pas quoi faire. » Il est resté silencieux un long moment, puis il a ouvert un tiroir, en a sorti un chéquier et sans hésiter, s'est mis à écrire. Il a glissé le papier vers moi sur le bureau. Je l'ai regardé, stupéfaite. La somme était largement suffisante, non seulement pour les médicaments, mais aussi pour l'hospitalisation et les suivis. Je ne peux pas, ai-je balbutié en le lui repoussant. Son regard a croisé le mien, fixe et indéchiffrable. Tu peux et tu vas le faire. Les enfants ne devraient pas souffrir à cause de l'argent ou de l'orgueil. J'avais envie de lui hurler dessus, de lui balancer le chèque au visage et de lui rappeler que c'était à cause de lui que j'étais là, à implorer un peu de pitié. Mais le visage de Méline apparut devant mes yeux. Ses lèvres étaient pâles, sa respiration saccadée. L'orgueil ne la sauverait pas. Ça, oui, les mains tremblantes, j'ai pris le chèque. Quelques jours plus tard, Méline était à la maison. Sa fièvre était tombée, son rire résonnait faiblement dans notre petit appartement. En la regardant tournoyer faiblement dans le salon, vêtue de son pyjama rose délavé, je ressentais à la fois gratitude et dégoût. Gratitude qu'elle soit en vie, dégoût que sa vie ait été rachetée par l'homme qui avait détruit la mienne. Après cette nuit-là, David a commencé à me remarquer davantage. Il posait des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant sur mon ancienneté dans l'entreprise, l'âge de mes enfants, mon lieu de résidence. Sa voix ne portait aucun jugement, seulement une étrange curiosité. Parfois, tard le soir, je percevais une ombre de solitude dans son expression, comme si le poids de sa propre vie pesait lourdement sur lui malgré la richesse et le pouvoir qui l'entourait. Mais je ne me suis jamais permis d'oublier qui il était. L'homme qui m'offrait sa gentillesse était celui-là même qui m'avait autrefois tout volé. Et aucun chèque ne pouvait changer cette vérité. Après cette nuit avec le chèque, quelque chose a changé. David Montgomery a commencé à me remarquer comme jamais auparavant. Il me demandait quel était mon emploi du temps, si je parvenais à gérer les trajets, si les enfants allaient même bien. Au début, j'ai pris ça pour de la politesse, mais un soir, il s'est adossé à son fauteuil en cuir et m'a dit presque nonchalamment : « Ce n'est pas bien que tu traînes 3 enfants à travers la ville en bus tous les jours.
Je vais m'arranger pour que la compagnie te fournisse une voiture. Ces mots ont résonné comme un poids dans ma poitrine. Une voiture? Quelque chose de si ordinaire pour la plupart des gens, et pourtant impensable pour moi. Mon instinct me criait de refuser. J'avais l'impression qu'une autre chaîne me liait à lui. Mais mon côté pragmatique, la mère qui passait des heures à transporter Mickaël, Méline et Daisy, sous la pluie, les sacs de course entaillant mes paumes, savait ce que cela signifiait. J'ai hoché la tête avec raideur. Merci. Ces mots avaient un goût de cendre. Peu de temps après, un samedi rare, alors que les enfants réclamaient l'air frais, je les ai emmenés à Volunteer Park. Le soleil était timide, le genre de lumière pâle qu'offrait Seattle au printemps, mais les enfants couraient sur l'herbe comme en été. Michael fonçait devant, ses cheveux noirs lui tombant dans les yeux, sa mâchoire trahissant déjà un sérieux qui n'appartenait pas à un enfant de 8 ans. C'est alors que je l'ai vue, une grande femme en manteau crème, les cheveux blonds brillants, des perles aux oreilles, même en week-end. Elle promenait un golden retriever et s'est arrêtée lorsque Michael est passé en courant, le regard fixé sur lui, et j'ai vu ses lèvres s'entr'ouvrir légèrement. Je l'ai reconnue grâce à la photo sur le bureau de David, sa femme. Elle observa Michael comme si elle fixait un fantôme. Son regard allait de lui aux enfants qui me suivaient, puis à moi. Je sentis le sang me quitter le visage. À cet instant, je compris exactement ce qu'elle voyait, la ressemblance. Michael était le reflet de David à son âge. Même moi, je ne pouvais le nier. J'entraînais les enfants vers l'aire de jeu, le cœur battant à tout rompre. Tout l'après-midi, je n'ai pas pu me débarrasser de la terreur. Si elle parlait à David, si elle insistait sur ses soupçons, le fragile mur que j'avais construit s'effondrerait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque grincement dans l'appartement sonnait comme un verdict imminent. La semaine suivante, je rangeais le bureau lorsque David a parlé sans lever les yeux de ses papiers. Anna, son ton était différent, tendu, prudent. Oui, il posa son stylo et me fixa d'un regard intense. Les enfants, Michaël, Méline, Daisy, sont-ils à moi? La pièce tournoya, mes genoux fléchirent, et je m'agrippai au bord du bureau pour ne pas tomber. J'avais répété ce moment 1000 fois dans ma tête, jurant toujours de nier, de détourner, de protéger le secret. Mais face à son regard inquisiteur, inflexible, la vérité s'effrayait un chemin. Les larmes me brûlaient les yeux, tandis que je murmurais. Oui. Ce mot restait suspendu entre nous, comme du verre brisé. J'avais la poitrine vide, comme si je venais de lui remettre les morceaux les plus fragiles de ma vie. Pendant 5 ans, j'avais porté ce fardeau seul, gardé le silence pour survivre. Et maintenant, un seul mot rompait le silence. David se recula lentement, le visage indéchiffrable. Mais ses yeux qui reflétaient ceux de mon fils, étaient écarquillés par quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant. Ni arrogance, ni indifférence, mais une stupeur totale. Et tandis que je restais là, tremblante, je compris que plus rien ne serait comme avant. Le silence qui suivit ma confession dura si longtemps que je crus m'étouffer. David se renversa dans son fauteuil, les mains plaquées sur sa bouche, le regard fixé sur un point lointain, au-delà de moi. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il semblait secoué. Finalement, sa voix perça, rauque et tremblante. Je ne savais pas. Anna, je te jure, je l'ignorais. J'avais envie de rire, de crier, de balancer quelque chose de lourd contre le bois poli de son bureau. Comment pouvait-il rester assis là et prétendre ignorer tout? Mais avant que je puisse parler, il a continué. Il y a 5 ans, j'étais un homme différent. Je buvais trop, je faisais la fête avec les mauvaises personnes, j'étais arrogant, imprudent. Je ne me souviens pas de cette nuit au parc, pas comme toi. Je me souviens seulement de m'être réveillée avec la gueule de bois, à moitié nue, dans l'appartement d'un inconnu, sans y penser. C'était comme ça que j'étais. Il baissa la tête dans ses mains. Que Dieu me vienne en aide, je n'ai pas pensé à ceux que j'avais blessés. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing. Tout mon corps tremblait. Tu m'as ruiné, ai-je murmuré, la gorge nouée. Tu m'as laissé des cicatrices qui ne s'effaceront jamais. Tu m'as laissé 3 enfants à élever seul. Ses yeux se sont levés, vitreux, avec une lueur que je refusais de nommer.
Et ils sont à moi, mes enfants. Anna, laisse-moi essayer d'arranger les choses. Laisse-moi les soutenir. École, soins médicaux, études supérieures, tout ce dont ils ont besoin. S'il te plaît, ne m'exclus pas. Je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux être présent maintenant. Une colère brûlante et amère m'envahit. Je frappai violemment le plumeau que je tenais sur le bureau. Tu crois que l'argent arrangera tout ça? Tu crois que faire des chèques effacera ce que tu m'as fait? Tu ne peux pas racheter ce que tu as détruit. Il tressaillit, mais ne recula pas. Non, je ne peux pas l'effacer, mais je peux être un père. Laisse-moi être ça. Laisse-moi porter une partie de ce fardeau pour eux, si ce n'est pour toi. Je secouai la tête, les larmes brouillant ma vue. J'aurais voulu lui dire de rester loin de moi, de lui barrer toutes les portes. Mais au fond de moi, une peur s'était enracinée. La peur de ce qui arriverait s'il insistait davantage, s'il se battait pour la garde, s'il utilisait sa richesse et son influence contre moi. Il avait déjà tant pris. Je ne pouvais pas risquer de perdre mes enfants aussi. Les semaines qui suivirent se déroulèrent donc d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Des murmures circulèrent dans l'entreprise. Sa femme se faisait de plus en plus rare aux événements de l'entreprise. Puis, un matin, en entrant dans son bureau, je vis une enveloppe Kraft posée sur son bureau, les papiers du divorce. Son nom était soigneusement tapé à l'encre noire. David me vit y jeter un coup d'œil. Il émit un petit rire amer. Elle le sait. Peut-être ignore-t-elle les détails, mais elle a vu le visage de Michael. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle ne veut pas se battre, seulement être libre. Je ne dis rien. Une partie de moi ressentit une lueur de satisfaction, la justice dans sa forme la plus cruelle. Une autre partie de moi recula, sachant que sa famille brisée ne pourrait jamais se comparer aux années que j'avais passées seule et brisée. Il me regarda alors, la lassitude gravée sur son visage. « Anna, j'ai tout perdu. Ma femme, ma maison, ma réputation, mais je ne perdrai pas ces enfants. Je resterai à leur côté quoi que tu dises. » Je serrai mon sac plus fort, d'une voix basse mais féroce. Ils sont à moi, je les ai élevés, ne l'oublie pas. Sa réponse fut douce mais ferme. À nous, ils sont à nous. Et à ces mots, le sol sous mes pieds s'est à nouveau effondré. Rien dans ma vie ne m'avait préparé à cela. L'homme que je détestais plus que quiconque devenant la seule autre personne liée à mes enfants par le sang. C'est Michael qui est tombé malade le premier. Mon garçon fort et sérieux, celui qui essayait toujours de porter les sacs de course pour moi. Celui qui faisait taire ses sœurs quand j'étais trop fatiguée pour parler. Il était pâle depuis des semaines, mais je me disais que c'était juste la pluie incessante de Seattle, le manque de soleil. Puis vinrent les bleus, d'étranges taches sombres sur ses bras et ses jambes, trop nombreuses pour être dues au jeu. Et quand son nez s'est mis à saigner au milieu de la nuit, trempant sa tête d'oreiller, j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. À l'hôpital pour enfants de Seattle, j'étais assise dans la salle d'examen stérile, la main tremblante, tandis que les médecins chuchotèrent à l'extérieur. Quand ils sont enfin entrés, leur visage exprimait la gravité d'hommes habitués à annoncer des nouvelles dévastatrices. Leucémie aiguë, a dit doucement l'oncologue pédiatrique. Il faut agir vite. Les mots résonnaient dans ma tête jusqu'à perdre tout sens. Leucémie, mon fils avait une leucémie. Les examens commencèrent aussitôt. Prise de sang, biopsie de moelle osseuse, paperasse interminable. Chaque résultat apportait un désespoir supplémentaire. Les sœurs de Michael n'étaient maintes pas compatibles. Je ne l'étais pas non plus. Aucun donneur du registre ne se présentait comme compatible. Les jours passèrent, son état empirait, et je sentais le monde se refermer sur moi. C'est David qui a demandé à être testé. Au début, j'ai cru que c'était une autre comédie, une autre façon pour lui de s'immiscer dans nos vies. Mais lorsque les résultats sont tombés, le médecin nous a pris à part. Il était compatible, mieux que ce que nous aurions pu espérer. J'ai regardé le dossier avec incrédulité. Bien sûr que oui. L'homme qui m'avait détruite était le seul à pouvoir sauver mon enfant. La greffe était programmée quelques jours plus tard. J'étais assise devant le bloc opératoire, serrant contre moi une vieille photo des 3 enfants, au parc, tandis que David était allongé sur une table, Michael sur une autre.
On a prélevé de la moelle osseuse des os de la hanche de David, des litres, suffisamment pour l'injecter dans les veines de mon fils. L'opération a été brutale. Des heures d'anesthésie, des jours de douleur qui le laissaient raide et douloureux. Mais il ne broncha pas. Lorsqu'on l'emmena en salle de réveil, pâle et gémissant, je me tenais au pied de son lit. Ses yeux s'ouvrirent d'eau brusquement, vitreux à cause des médicaments, mais il força un léger sourire. Maintenant, une partie de moi vit en lui, mon fils, murmura-t-il d'une voix rauque, la voix brisée. Je dus me détourner. Des larmes coulèrent donc sur mes joues. Pour la première fois en 5 ans, je l'ai vu non pas comme le monstre du parc, mais comme un père se saignant à blanc pour sauver son enfant. Les jours qui ont suivi ont été un flou de moniteurs sonores, de couloirs stériles et de prières murmurées. Le corps de Michael a lutté vaillamment, rejetant, acceptant, oscillant entre la vie et la mort. Je vivais dans ce fauteuil d'hôpital, regardant les chiffres grimper et descendre sur des machines que je comprenais à peine. David, malgré sa douleur, venait tous les jours, marchant lentement avec une canne, grimaçant en s'asseyant. Il apportait des petits cadeaux, des livres pour Michael, des crayons pour les filles. Quand Michael ouvrit enfin les yeux un matin et me sourit faiblement, le poids du monde s'éleva de ma poitrine. Ses couleurs revinrent, ses forces revinrent peu à peu. Le médecin parla prudemment de rémission et de nouvelles chances. Je regardais David, assis tranquillement dans un coin, les mains jointes, le visage pâle mais soulagé. Pour la première fois, la gratitude se mêlait à la haine en moi. Il était toujours l'homme qui m'avait brisé, mais il était aussi celui qui avait donné à mon fils une seconde chance. Et dans cet espace fragile, entre désespoir et espoir, j'ai réalisé que mon monde avait de nouveau basculé. La vie après la grève de Michael a pris un rythme auquel je ne m'attendais pas. Lentement, prudemment, mon fils a repris des forces. Ses joues se sont à nouveau colorées, son rire est revenu dans notre appartement, et avec lui est apparue une présence inattendue, David Montgomery. Il est devenu plus présent, non seulement à l'hôpital, mais aussi dans les moments les plus ordinaires de notre vie. Un matin, il attendait devant l'école, un parapluie à la main pour protéger les filles de la bruine qui sautillait vers moi. Une autre fois, il a apporté des cupcakes à l'anniversaire de Méline, se tenant maladroitement dans un coin de notre appartement, tandis que les enfants se pressaient autour de la table. Et quand Noël est arrivé, il a surpris les enfants en leur offrant un sapin plus grand que moi, livré directement dans notre salon, avec ses guirlandes scintillantes déjà accrochées. Au début, j'ai essayé de résister. Je me disais que c'était dangereux de le laisser entrer, que sa présence ne ferait que resserrer encore plus les liens de nos vies. Mais les enfants ne sont pas rancuniers comme les adultes. Pour eux, il n'était pas l'ombre de mon passé. C'était l'homme qui arrivait avec des cadeaux, qui applaudissait le plus fort à la pièce de théâtre de Michael, qui s'agenouillait pour lasser les lacets de Daisy dans le parc. Un soir, Michael tira sur sa manche et murmura « Papa, tu peux m'aider à faire mes devoirs ?» J'en ai eu le souffle coupé, mon corps s'est raidi. David s'est figé lui aussi, ses yeux se posant sur les miens, cherchant ma permission. Je ne la lui ai pas donnée, mais je ne l'ai pas retirée non plus. Et à partir de ce moment-là, les filles ont suivi. Méline l'appelait « Papa » quand il portait son sac à dos. Daisy l'utilisait pour le supplier de la pousser plus haut sur la balançoire. Chaque fois que je l'entendais, mon cœur se serrait. Une partie de moi voulait reprendre ce mot, le protéger, leur rappeler qu'il n'était pas à lui. Mais une autre partie de moi, celle qui avait vu Michael sourire de nouveau, ne pouvait se résoudre à les en empêcher. Un soir, après que les enfants furent couchés, nous étions dans la cuisine de mon appartement. Le bourdonnement du vieux réfrigérateur remplissait le silence. Il m'avait aidé à faire la vaisselle, un geste si simple et pourtant si étrange. Il se tenait là, les mains dans les poches, regardant par la petite fenêtre qui donnait sur une ruelle sombre. « Ils ont besoin de plus que ça, Anna, dit-il doucement. Plus que cet appartement. Un jardin, des chambres séparées. Je veux leur offrir ça, une maison. » Je me suis retournée, le torchon serré dans mes mains. « Ce n'est pas si simple, David. Tu ne peux pas simplement acheter une nouvelle vie. »« Je sais, » répondit-il en se tournant vers moi. La fatigue et le regret marquaient de son visage.
Mais je peux essayer de construire un avenir, pour eux, avec toi, non pas comme avant, mais comme des parents, une équipe. Je l'ai regardé longuement. Le monstre du parc n'était pas entièrement parti, il vivrait toujours dans un coin sombre de ma mémoire. Mais l'homme qui se tenait devant moi était aussi le père qui avait sauvé mon fils, l'homme qui apprenait les noms des professeurs de mes filles, qui savait que Daisy détestait les petits pois. C'était compliqué, douloureux, et pourtant, c'était notre réalité. D'accord, ai-je murmuré, et le mot n'avait pas un goût de défaite, mais de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Une équipe. Un an plus tard, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres d'une maison avec un jardin, exactement comme il l'avait promis. Des rires d'enfants flottaient depuis l'extérieur où Michael, Méline et Daisy jouaient avec un chiot Golden Retriever. David était à côté de moi sur le porche, nous les regardions. Il y avait une distance respectueuse entre nous, mais aussi une complicité confortable. J'avais quitté mon travail de nettoyage. Avec le soutien de David, j'avais repris mes études. Dans quelques mois, j'obtiendrai mon diplôme d'enseignante. Mon rêve, que je croyais mort et enterré, était à nouveau à portée de main. Le passé n'avait pas disparu. Parfois, une ombre passait dans mes yeux, un souvenir fugace, et David le voyait. Il ne disait rien, mais son regard s'adoucissait, rempli d'une tristesse qu'il porterait toujours. Il ne pourrait jamais effacer ce qu'il avait fait, mais il passait chaque jour à essayer de construire quelque chose de nouveau. Méline accourut vers nous, un dessin à la main. C'était un portrait maladroit de nous 5, avec le chien, sous un grand soleil jaune. Pour notre famille, dit-elle fièrement en nous le tendant. David a pris le dessin, ses doigts effleurant les miens. Je n'ai pas reculé. Il a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. J'ai souri en retour. Notre famille n'était pas née de l'amour, mais de la douleur et de la survie. Pourtant, en regardant mes enfants rire dans le jardin, en sentant la chaleur du soleil sur mon visage, je savais que nous avions trouvé notre propre forme de bonheur. Un bonheur fragile, durement gagné, mais bien réel. C'était un nouveau départ, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir semblait lumineux.